Dans cette vidéo, nous verrons que la période 1850-1939 est impulsée par deux révolutions industrielles. Tout d'abord, donnons la définition d'industrie. Il s'agit de l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation de matières premières pour les transformer. Maintenant, la révolution industrielle. C'est un processus d'industrialisation qui engendre des transformations scientifiques et techniques, économiques et sociales, idéologiques. Dans une révolution industrielle, la productivité et la production augmentent. On peut donc dire que le monde entre dans la modernité. Voyons les caractéristiques de la première révolution industrielle. Tout d'abord, ses bornes chronologiques. Elle s'étend de 1850 à 1880. Il s'agit du passage de l'artisanat à l'industrie. Grâce à des innovations techniques, nous pouvons citer la machine à vapeur, mais aussi à la découverte de nouvelles sources d'énergie comme le charbon. La machine à vapeur est créée en 1776 par James Watt. Comme vous pouvez le constater sur ce schéma, dans un premier temps, le charbon brûle, chauffe l'eau de la chaudière et le transforme en vapeur d'eau avec une augmentation du volume. La première soupape se ferme, la seconde s'ouvre. La vapeur entre dans le cylindre, le remplit en poussant le piston qui se déplace vers le haut. Le piston, en se déplaçant, fait tourner la roue motrice par l'intermédiaire de la bielle. Sur sa lancée, la roue motrice continue de tourner et déplace le piston vers le bas par l'intermédiaire de la bielle. La deuxième soupape se ferme, la première soupape s'ouvre. La vapeur s'échappe alors du cylindre vers le condensateur. Les usages de la machine à vapeur sont multiples. Elle peut, par exemple, devenir une locomotive tirant des wagons sur des rails, ce qui va permettre de développer le transport et le commerce. Elle peut aussi se transformer, grâce à sa roue motrice, en une machine à filer ou à tisser, ce qui permet une production textile plus rapide et plus importante. Pour construire ces différentes machines, il va falloir de l'acier, d'où le développement de la sidérurgie. La sidérurgie nécessite l'utilisation du charbon, dont l'extraction est elle-même favorisée par la machine à vapeur. Pour utiliser la machine à vapeur, l'entreprise a besoin à la fois d'être à proximité d'un cours d'eau et d'un bassin fournissant du charbon. C'est pourquoi lors de la première révolution industrielle vont se former les premières régions industrielles, mais aussi les premières villes. C'est donc le début de l'urbanisation car la main-d'œuvre va forcément s'installer à proximité de son lieu de travail. La seconde révolution industrielle, quant à elle, se déroule de 1880 à 1939. Elle s'ouvre avec la découverte de nouvelles sources d'énergie comme l'électricité ou le pétrole. Notez par exemple que le premier forage pétrolier a lieu aux États-Unis en 1859. Mais il faut retenir que malgré tout, le charbon reste la première source d'énergie. Ainsi, en 1939, 3/4 de l'énergie utilisée provient du charbon. Deuxième caractéristique, la création de nouveaux modes de transport, comme l'automobile ou encore l'avion. La combinaison entre ces nouvelles sources d'énergie et ces nouveaux modes de transport permet le développement de nouveaux secteurs industriels tels le cinéma, la chimie, l'industrie automobile ou encore l'électroménager. L'agriculture profite elle aussi des progrès industriels. Par exemple, on va créer des engrais chimiques, les premières machines agricoles vont augmenter les rendements et se développe l'industrie agroalimentaire. Nous venons de voir que dans une révolution industrielle, l'industrie est le moteur de la croissance économique. Mais la révolution industrielle permet aussi de réorganiser le travail. Celui-ci va être rationalisé. Alors, le premier qui a cette idée d'une nouvelle organisation du travail se nomme Taylor.
Il s'agit d'un ingénieur américain de la fin du XIXe siècle qui va fonder ce que l'on appelle l'organisation scientifique du travail ou encore le taylorisme. Il décide dans un premier temps d'observer ses ouvriers, de les chronométrer, de décomposer les différentes tâches qu'ils opèrent tout au long de la journée, de transformer leurs outils, tout cela dans le but d'augmenter leur productivité. Alors, un industriel américain du nom de Ford va s'intéresser au taylorisme, l'appliquer dans ses usines automobiles au début du XXe siècle et l'améliorer. C'est ce que l'on va appeler le Fordisme. Donc, dans le Fordisme, on retrouve les principes du taylorisme, mais à cela, on ajoute le travail à la chaîne. Les ouvriers ne se déplacent plus, l'outil est associé à un tapis roulant sur lequel se déplacent les pièces à travailler. Ford va aussi standardiser ses automobiles, c'est-à-dire qu'il va toujours produire la même automobile dans l'objectif de produire à moindre coût, puisqu'il va obtenir ses matières premières de façon moins chère. Il va produire en masse, c'est-à-dire d'énormes quantités, ce qui va une fois de plus baisser les coûts de production. Et parallèlement, il va mener une politique salariale, c'est-à-dire qu'il va augmenter les salaires de ses ouvriers, de sorte que ceux-ci soient ses premiers clients. Donc il va créer aussi une forme de publicité gratuite, puisque le matin, lorsque les ouvriers se rendent en automobile sur leur lieu de travail, eh bien, ils circulent avec la fameuse Ford T qui va donner envie à d'autres clients d'acheter cette voiture. Alors la Ford T apparaît en 1908 aux États-Unis et pour la France, le premier industriel qui appliquera les principes du Fordisme, eh bien, c'est Renault, donc toujours dans le secteur automobile, à partir de 1912.